Salut, c'est Morgane de la boîte à bac. Aujourd'hui, je te parle du conflit le plus glacial du XXe siècle, la guerre froide. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde est marqué par deux événements majeurs obéissant à deux logiques différentes. La guerre froide, que nous étudions dans cette vidéo, et la décolonisation, qu'on étudiera dans la vidéo suivante. Après 1945, États-Unis et URSS se partagent les dépouilles de l'Europe et le butin de guerre. L'URSS, détruite et misérable, ne fait pas le poids face aux États-Unis. Mais son armée a combattu victorieusement la machine de guerre nazie. Elle s'impose sur la scène internationale. Un rideau de fer, selon l'expression de Churchill, sépare l'Europe en deux blocs antagonistes, l'Ouest et l'Est, tous deux organisés autour des deux superpuissances américaines et soviétiques. C'est la guerre froide, expression popularisée en 1947 par un journaliste pour qualifier la situation d'extrême tension, mais sans affrontement direct. Les deux grands évitent l'apocalypse nucléaire. Ils s'affrontent dans des conflits indirects, par alliés interposés, tout en maintenant la coexistence pacifique. Notre chapitre commence en 1949, année du pacte atlantique de l'OTAN qui place les alliés européens sous la tutelle américaine. 1949, c'est aussi la fondation d'une seconde patrie communiste aux frontières de l'URSS, la Chine de Mao Tse-tung, une alliée de poids. Comment se structurent les relations internationales autour des deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS? Nous y répondrons dès que tu te seras abonné à notre chaîne pour nous soutenir. Merci. Et je te recommande ce coffret, le Kit Back, qui comprend plus de 500 questions-réponses qui permettent de réviser l'ensemble du programme d'histoire-géographie, ainsi qu'une trentaine de vidéos de méthodologie pour réussir tes épreuves. Tu le trouveras sur le site laboiteabac.fr. Les États-Unis et l'URSS constituent deux modèles idéologiques avec deux systèmes de valeurs opposés. D'un côté, le modèle américain, libéral, met en avant les valeurs suivantes. Liberté dans tous les domaines, politique, économique, individuel, la démocratie, droit de vote, séparation des pouvoirs, liberté d'expression, et le capitalisme. De l'autre côté, le modèle soviétique, communiste, met en avant l'égalité, la démocratie populaire, l'économie dirigée par l'État. Ce modèle accorde la priorité à l'intérêt collectif sur les intérêts individuels. C'est une dictature avec un parti unique et un culte du chef. L'affrontement est géopolitique, mais aussi idéologique, avec deux systèmes qui se diabolisent mutuellement, sur le plan culturel par exemple. Aux États-Unis, l'American Way of Life, l'avènement de la société de consommation et des loisirs, le mythe du self-made man, de l'argent facile, exerce un fort pouvoir d'attraction. C'est le pays de la prospérité, de l'impérialisme culturel, que ce soit dans la musique ou au cinéma. En URSS, les mélodies sont très différentes. L'utopie chimérique est trop ambitieuse pour être vraie. Société sans classe, sans pénurie, sans pauvres, sans malheur, sans état. Même les bisounours ne l'auraient pas imaginé. Bref, la version profane du paradis céleste. Cette fascination ne doit pas maquiller les puissantes inégalités sociales et raciales dans les États-Unis des années 1950. Et le triste épisode, bref, du macartisme, où des militants et potentiels sympathisants communistes sont traqués et soumis à des enquêtes judiciaires, voire réprimés. Néanmoins, la comparaison serait indécente avec l'URSS, où les répressions sont beaucoup plus terribles. L'envers du décor, lorsqu'on lève le rideau de fer, c'est une utopie meurtrière, réalisée par la force, utopie sectaire, que l'on n'a pas le droit de critiquer, sous peine de mort. En Europe de l'Est, la décennie est ponctuée de très nombreux procès politiques, des camps de travail forcés et des manifestations violemment réprimées. La mise en place du communisme réel est monstrueux et meurtrier. La morale de la bonne intention maquille les crimes de ces régimes qui vantent la poursuite d'un idéal politique, idéal qui ne sera jamais réalisé. Tandis que les soviétiques satellisent les démocraties populaires à l'Est, les alliés de l'Ouest reconstituent un État allemand politiquement et économiquement fort. L'Europe est coupée en deux par le rideau de fer. Chaque superpuissance crée un bloc politique et militaire. L'un des épisodes majeurs de la guerre froide est le blocus de Berlin du 24 juin 1948 au 12 mai 1949. La situation de Berlin est une aberration liée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette ville, au cœur de la zone d'occupation soviétique en Allemagne, était elle-même divisée entre les Occidentaux à l'ouest et les communistes à Berlin, est.
Pour se débarrasser de cette épine dans le pied, les soviétiques bloquent les accès terrestres vers Berlin de la Grande-Bretagne, la France et des États-Unis, afin de les pousser à abandonner la ville. En retour, ces puissances organisent un pont aérien pour ravitailler les populations civiles. Cela démontre la détermination des alliés occidentaux à conserver leur place à Berlin. Les soviétiques lèvent ce blocus en 1949, ce qui signe leur échec à mettre la main sur Berlin. En 1949, le pacte atlantique, OTAN, est signé à Washington par les États-Unis, le Canada et 10 États européens. L'origine du pacte est à chercher dans l'angoisse des Occidentaux face à l'avancée des communistes en Europe. À l'ordre du jour de cette conférence, les discussions concernant le désarmement avec l'OTAN. Nous écrasons toute possibilité de défense, quelle qu'elle soit. Oh là, c'est de la pure démence. Nous savons où ça nous conduira. L'OTAN contrôlera notre attaque au moyen des armes nucléaires. Jamais. L'Ouest est décadent et divisé. Il n'affrontera jamais une guerre nucléaire, la pire des représailles. L'offensive communiste est bloquée en Europe, mais se poursuit en Asie orientale. L'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir en Chine en 1949 fait craindre aux Occidentaux un basculement de l'Asie dans le communisme. Les États-Unis lancent une intervention militaire avec leurs alliés au secours de la Corée du Sud, quand celle-ci est envahie en 1950 par la Corée du Nord communiste. La guerre de Corée est le premier conflit important de la guerre froide. Il dure de 1950 à 1953. L'URSS et la Chine soutiennent la Corée du Nord, une terrible dictature qui n'a d'ailleurs pas changé aujourd'hui. Les Occidentaux soutiennent une autre dictature, la Corée du Sud, qui, elle, a beaucoup changé entre-temps. Décidément, vraiment rien à voir avec la Corée du Sud d'avant. Les combats s'arrêtent en 1953. Aucun camp ne parvient à s'imposer clairement. La péninsule reste divisée en deux États, encore aujourd'hui d'ailleurs. La frontière actuelle est un des derniers vestiges de la guerre froide. La guerre de Corée a fait plus de 2 millions de morts. Cette guerre débouche sur un raidissement des deux blocs. L'URSS acquiert l'arme atomique en 1949, ce qui oblige les deux superpuissances à acquérir une stratégie de dissuasion nucléaire. La guerre entre elles devient impensable. Elle conduirait à l'apocalypse nucléaire. La course aux armements vise à maintenir une dissuasion crédible face à l'autre. La théorie de l'équilibre de la terreur est une forme extrême de dissuasion nucléaire qui explique que l'utilisation à grande échelle de l'arme nucléaire par l'un des deux protagonistes provoquerait mécaniquement la destruction des deux camps. Les bénéfices d'une attaque seraient invalidés par les pertes, car il y aurait annihilation de chacun des adversaires. L'émergence d'autres puissances nucléaires dans les années suivantes, Royaume-Uni, France, Chine, vient compliquer les rapports de force. La mort de Staline en 1953 et la politique de déstalinisation de son successeur Nikita Khrouchtchev apaisent les tensions et favorisent un dégel des relations internationales. C'est la coexistence pacifique. La compétition s'exprime désormais dans d'autres domaines afin que chaque camp puisse prouver sa supériorité. Par exemple, les Jeux olympiques d'Helsinki en 1952 sont l'occasion d'un affrontement planétaire entre les deux grands par athlètes interposés. Sur le plan scientifique, de nombreuses découvertes seront issues de la guerre froide. Découverte de la structure de l'ADN et du nombre de chromosomes, tuberculose soignée, chirurgie à cœur ouvert, invention du circuit intégré et du scanner. Les États-Unis concentrent la matière grise et monopolisent les prix Nobel. Acquérir des brevets est une source de profit et de pouvoir sur le long terme. L'URSS dispose de mathématiciens remarquables et se concentre sur l'armement et la conquête spatiale, priorité de la guerre froide, au détriment de programmes plus économiques et sociaux. La course à l'espace devient un nouvel enjeu de la rivalité. Vieux rêve de l'humanité, elle prolonge l'histoire de l'aviation. L'URSS réussit à lancer son premier satellite artificiel Sputnik 1 en 1957. Et remet en cause la suprématie technologique des États-Unis. L'URSS réalise un premier vol habité en 1961. Les Américains vont investir massivement pour rattraper leur retard. Ils envoient le premier homme sur la Lune en 1969. C'est une compétition pacifique qui vise à montrer la supériorité de chaque puissance sur l'autre. Cette désescalade n'empêche pas l'éclatement des crises. En 1961, la construction d'un mur à Berlin
empêche l'émigration des Allemands de l'Est vers Berlin-Ouest. Les Allemands de l'Est qui s'échappaient en masse par cette enclave occidentale sont piégés. Le mur est appelé différemment de part et d'autre. Mur de la honte à l'ouest et mur de protection antifasciste à l'est. Plus qu'un mur, c'est un dispositif militaire comportant 2 murs très hauts, 14 000 gardes, des centaines de chiens et des barbelés. Les fugitifs qui tentent de fuir le paradis socialiste sont tués. Il était en effet interdit de quitter ce paradis. La tension est maximale en 1962, où Kennedy et Khrouchtchev sont au bord de la guerre nucléaire. Qu'est-ce que c'est? Dimanche matin, un de nos U-2 a pris ses clichés. Les soviétiques installent des missiles balistiques à moyenne portée à Cuba. Cette crise survient entre le 14 et le 28 octobre 1962. C'est un paroxysme de la guerre froide. Le 14 octobre 1962, des avions U-2 volant à très haute altitude ont repéré sur le territoire cubain des rampes de lancement en cours d'installation, pouvant recevoir des engins balistiques à moyenne portée, capables de transporter des charges nucléaires et d'atteindre une partie du territoire américain. Cuba est à 150 km des côtes de Floride et, depuis peu, l'île est un allié des soviétiques. Kennedy est mis au courant et apprend que des cargos soviétiques font route vers l'île, porteurs de missiles soviétiques. La mise en place de ces armes est une violation des promesses faites par l'URSS. Kennedy réagit fermement. La riposte choisie comporte des risques. Le président est conscient de pratiquer une politique au bord du gouffre avec un prix à payer en cas de conflit nucléaire. Mais il rappelle également le précédent des années 30. Le pacifisme mène à la guerre. Kennedy permet à Khrouchtchev de reculer sans perdre la face en retirant les missiles de Cuba. Kennedy devient le héros de l'ère nucléaire. En plus, comme tu le vois, il était très bel homme. En échange, l'URSS obtient le retrait de missiles américains basés en Turquie et en Italie et une promesse que les États-Unis n'envahiront jamais Cuba. C'est toutefois un discrédit pour Khrouchtchev dans le tiers-monde et en URSS même. Cette crise souligne les limites de la coexistence pacifique, car jamais les deux grands n'ont été aussi proches de la guerre nucléaire. Les deux vont, à l'avenir, éviter les dérapages suicidaires. Un téléphone rouge est mis en place entre la Maison-Blanche et le Kremlin afin d'établir une communication directe entre les deux superpuissances. Auparavant, il fallait compter jusqu'à 12 heures pour qu'une lettre soit remise à l'un des ambassadeurs dans la capitale. La résolution de cette crise ouvre la voie à une nouvelle période, la détente. Les Américains sont sensibilisés aux risques nucléaires, notamment à travers des films dont l'un des chefs-d'œuvre de cette époque est celui de Stanley Kubrick, Dr Folamour. Les dirigeants américains et soviétiques se rencontrent lors de sommets pour limiter la course aux armements. Nouvelles équipes dirigeantes, Brejnev et Nixon, nouvelle posture, plus réaliste. Les Américains résument cela ainsi: quand l'ours se conduit mal, on lui donne un coup de fouet. Lorsqu'il se conduit bien, on lui donne une récompense, un sucre. C'est ça la détente. C'est ça la détente, camarade. Vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas non plus. 1973 constitue l'apogée de la détente, avec divers accords de coopération et un traité sur le désarmement nucléaire. Les deux camps continuent cependant de s'affronter indirectement, dans des conflits sanglants, par alliés interposés. Arabes contre Israéliens, par exemple, lors de la guerre des 6 jours en 1967. Ils s'abstiennent de souffler sur la braise afin que les conflits régionaux ne se transforment pas en rapport de force au centre. En 1964, au Vietnam, les États-Unis engagent leurs troupes dans un des conflits les plus sanglants qui sera une humiliation pour eux. On en parle dans la vidéo suivante. Des contestations internes naissent au sein des blocs et montrent les limites de la bipolarisation. À l'intérieur des blocs, le leadership est remis en question. Par exemple, en France, le général de Gaulle juge la tutelle américaine incompatible avec l'indépendance de la nation. 4 indices montrent la prise de distance de la France gaullienne vis-à-vis des Américains. De Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Il poursuit le programme d'armement nucléaire pour garantir la souveraineté française. Il se rapproche de l'URSS. Enfin, il reconnaît la Chine de Mao.
La Chine affirme elle aussi son indépendance vis-à-vis de son allié soviétique. Après la mort de Staline, Mao Tse-tung critique la politique de l'URSS et rompt avec elle en 1960. Khrouchtchev critique aussi les crimes de Staline en 1956, qui était selon lui le seul responsable des horreurs de la période. L'ensemble du monde communiste reçoit un électrochoc. Il apprend que le dieu Staline était un tyran paranoïaque. C'est la déstalinisation. Mais cela conduit certains pays satellites à penser que le régime s'adoucit. À tort, grave erreur. Ainsi, toujours en 1956, Pologne et Hongrie se révoltent. Ces mouvements seront sévèrement réprimés dans le sang. Le pouvoir marxiste-léniniste n'hésite pas à tuer les prolétaires, si ceux-ci n'ont plus une foi religieuse et aveugle en lui. La Tchécoslovaquie subira le même sort en 1968. C'est le printemps de Prague. L'expérience du socialisme à visage humain de la République tchèque qui prône une relative libéralisation. Liberté de la presse, d'expression, démocratisation, décentralisation de l'économie, constitution. L'URSS envoie des chars de combat pour imposer une normalisation, une façon polie de dire qu'il les écrase dans le sang. Le Parti communiste français ne condamne pas la normalisation et n'offre qu'une protestation formelle. Les critiques des pays démocratiques restent mesurées car ceux-ci sont confrontés à d'autres problèmes. Guerre du Vietnam, mouvement de 1968. Effectivement, dans les années 1960, aux États-Unis comme en URSS, un certain nombre de mouvements de contestation se développent au niveau de la jeunesse notamment. Mouvement des droits civiques, révolution sexuelle, mouvement hippie, les contestations se font de plus en plus virulentes, notamment à travers la guerre du Vietnam. Ces mouvements remettent en cause certaines valeurs des sociétés occidentales, considérées comme trop rigides. Mais ça, c'est une autre histoire. Bravo si tu es resté concentré jusqu'ici. N'hésite pas pour nous soutenir et qu'on puisse continuer à t'offrir d'autres vidéos de ce type, à t'abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu. Merci, à bientôt.